nous allons apprendre à installer le système d'exploitation Ubuntu Linux. D'abord dans une machine virtuelle. Et puis, une fois que vous aurez la compétence, la maîtrise de son installation, vous pourrez plus facilement le faire sur une machine physique. On est d'accord? Et donc, je vous ai donné deux fichiers, c'est ça, non? Un fichier qui est le setup, c'est-à-dire le programme d'installation, le logiciel d'installation, l'application d'installation de VirtualBox. Et je vais donner aussi un fichier avec l'extension ISO qui est, d'abord, c'est quoi un fichier ISO? C'est quoi une extension? C'est quoi l'extension des fichiers? Oui, la nature. Ouais. Pas très exact. Non plus. Non plus. Donc, vous partagez les fichiers matin, midi, soir. Et vous voyez toujours que les fichiers terminent toujours par une extension. D'abord, il fallait savoir que ça s'appelle une extension. D'accord? Donc, officiellement, aujourd'hui, ça s'appelle une extension. Pourquoi on parle d'extension? C'est parce que votre fichier lui-même porte un nom. Ça, c'est son nom propre. D'accord? Mais dans son nom à l'état civil, il a le nom propre et il y a l'extension. OK? Par abus, on ne donne jamais l'extension, on ne dit pas ton nom. Vous prenez simplement le nom du fichier. Et comme Windows a l'art de le faire, il camoufle l'extension. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Il essaie de représenter l'extension par un dessin, une icône. OK? Mais le dessin n'a rien à voir avec souvent l'extension. Voilà pourquoi quand souvent vous avez des fichiers PDF par exemple, sur votre clé, sur une carte mémoire, sur votre ordinateur, et que vous n'avez pas le logiciel pour lire les fichiers PDF, il vous donne un dessin bizarre que vous ne connaissez pas, et donc vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Donc, en fait, l'extension permet d'abord à votre système d'exploitation de savoir quel est le type du fichier. Sans l'extension, le système d'exploitation ne peut pas le lire parce qu'il ne sait pas quel type de fichier c'est. Si on vous efface l'extension, automatiquement, le système d'exploitation ne peut plus le lire. Vous avez beaucoup de programmes malveillants de virus qui, dans leur fonctionnement, vous effacent l'extension et finalement, l'ordinateur ne reconnaît plus, enfin, le système d'exploitation ne reconnaît plus vos différents fichiers. Il suffit simplement de rajouter l'extension pour réparer le fichier. Mais quand vous n'avez pas l'habitude de travailler avec les extensions, pour une fois que l'icône a changé, c'est que ça apparaît .exe, ça veut dire qu'il y a un souci. Ce n'est pas forcément qu'il y a un souci. Si le nom de l'extension a été corrompu, il considère que c'est un fichier qu'il ne connaît pas. Et quand il ne le connaît pas, il peut se comporter comme si c'était un mauvais fichier. D'accord? Donc, l'extension, pour résumer, ça fait partie du nom du fichier. C'est-à-dire, dans le nom du fichier, vous avez le nom propre, l'extension, et les deux sont séparés d'un point. On est d'accord?
et l'extension permet de savoir quel est le programme qui a servi à le créer. Quel type d'extension vous connaissez? Vous pouvez citer? Oui. JPEG. JPEG, ça c'est quel type de fichier? Image. PNG, ça c'est quel type de fichier? Image. Oui. Le TIFF, ça c'est image aussi. Quoi d'autre? Oui. SHP. Ça c'est Shapefile. Shapefile. Ensuite, MZ. ça c'est quoi? Dans. C'est un point Z. Je vois de quoi tu parles. Donc, vous avez vos logiciels. Quelle est l'extension pour Word alors? Ça, vous ne connaissez pas? Vous citez les plus grandes extensions là que vous n'utilisez même pas tous les jours. Oui, pour Word, c'est quoi? Point docs. Point Docs. docx. Ou les docs. Les deux existent. Et Excel, vous voyez principalement les extensions. XML. Il n'y a pas de M déjà. Pas la loterie. X, L, S. Et maintenant, X. Tout comme il y a doc et docx, il y a XLL, XLS et puis XLSX. Ça, c'est pour toutes les versions de Office qui sont sorties depuis 2010, non? Oui, après 2013. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Avant. Oui, c'est avant. On est d'accord? Donc, chaque fichier a une extension. Retenez ça. C'est très, très, très important pour travailler dans un environnement Linux. Donc, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une extension, donc je vais donner un fichier qui a une extension .iso. Maintenant, c'est quoi un fichier qui a l'extension .iso? Ça, c'est quoi? Oui. Généralement, les extensions dans les .iso sont les fichiers compressés. Non. Est-ce qu'un fichier .zip est pareil avec un fichier ISO? Non. Les fichiers compressés, c'est une famille à part. Et il y a des formats de compression. D'accord, quand on parle de fichier compressé, c'est un fichier où on essaie en fait de réduire la taille. Voilà pourquoi on parle de compressé. OK? Ou bien l'autre astuce, ça permet de rassembler plusieurs fichiers en un seul. Par exemple, si je vous demande de m'envoyer votre site web, vous n'avez pas de faire pièce jointe de 19 ou 20 fichiers. Non. Vous prenez le dossier de votre travail là, vous le compressez et vous l'envoyez en une seule fois. Celui qui va recevoir le fichier compressé, il va le décompresser. Donc, il y a des logiciels de compression et de décompression. Il y a des logiciels libres de décompression, si ça existe, de décompression. Par exemple, le WinRAR, ce n'est pas open source, ce n'est pas libre, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Le WinZip, c'est pareil. Il y a plein qui se reconnaissent comme ça. OK? Il y a donc, le fichier ISO, c'est pas ça. Qui d'autre? Oui. C'est un fichier qu'on peut graver sur une clé. On ne grave pas sur une clé. On grave sur quoi? CD. Fais attention, hein. La gravure, en fait, il y a une lentille dans votre lecteur. Maintenant, il y en a un. Dans votre lecteur, qui passe dans des pistes. Voilà qu'on parle de gravure. Donc, ça grave les différentes pistes là pour éviter ou bien pour copier de l'information. Vous l'appelez un peu de. Qu'est-ce qu'on n'avait jamais vu?
peut-être à la télé. Les machines qui permettent de lire la musique avec les diamants. Vous voyez? Voilà. Ce qui lit sont des pistes. Ouais, d'accord? Si tu quittes la piste, il n'y a pas de chanson là-bas. Et donc, la gravure, c'est le fait de créer les pistes là et d'insérer de l'information. Dans le cas des disques de musique, par exemple, c'était la musique qu'on copiait dessus. Rien n'a changé, tout est devenu juste plus petit, c'est tout. Donc, même votre. C'est qu'un disque externe, moi, bon, c'est pas grave. Le disque externe, souvent, il a la forme d'un téléphone. OK? À l'intérieur du disque, du là que vous avez, qu'il soit dans l'ordinateur ou qu'il soit en externe, les mêmes disques que nos parents jouaient la musique dessus, là, les mêmes sont encore dedans, mais en plus fin, comme des films. Vous voyez les films VHS, où on tirait comme ça. Là. Voilà, les cassettes. C'est le même film, mais en rond. Et il y en a plusieurs comme ça qui sont sur du bas de fer. Donc il y a deux têtes de lecture là, qui disent en haut, en bas, en bas. Voilà, ça fait le son. Ça tout le monde fait. OK? Donc, gravure, c'est sur CD ou bien sûr DVD. Mais dans son élément de réponse, il a donné 60% de la réponse. Parce qu'en réalité, le fichier ISO est la copie conforme d'un CD. Point. Donc, quand je vous remets un fichier ISO, je vous ai remis la version numérique d'un CD. C'est bien clair, non? Donc, à défaut de vous donner le CD d'installation de tout, je vous donne le fichier ISO. Et parce qu'aujourd'hui, les ordinateurs sont capables de pouvoir, je dirais, cloner de façon numérique un lecteur de CD. Le lecteur de physique. Le lecteur de physique, vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes bizarre comme ça. Vous n'avez jamais vu aussi. Vous êtes sûr, vous avez déjà vu sur un ordinateur portable, bureau. On poussait comme ça. On ne l'avait jamais utilisé. Le DVD là. On ne sait jamais. Voilà. Donc, l'ordinateur aujourd'hui est capable de reproduire ce lecteur physique là, en numérique. Donc, si on peut créer le lecteur numérique, il fallait aussi créer le CD aussi. C'est tout simple. Voilà pourquoi vos machines d'aujourd'hui n'ont plus besoin de lecteur. On est d'accord? Donc, ceux qui se posaient la question, pourquoi l'ordinateur maintenant vient sans lecteur, c'est la réponse. On appelle ça la virtualisation. C'est bon? Donc, les systèmes d'exploitation aujourd'hui sont capables de virtualiser un périphérique sur un ordinateur. Vous avez connu tout ce qui était physique, vous avez déjà vu le clavier virtuel. Voilà. Aujourd'hui, un système d'exploitation est capable de pouvoir virtualiser différents équipements. OK? Donc, tous les périphériques que vous voyez sur vos machines, on peut les virtualiser. Ça va, non? On commence à venir. Donc, si on peut virtualiser tous les éléments d'un ordinateur, on peut aussi virtualiser ceux qui sont en externe, qui peuvent venir, tel que le lecteur, tel que le CD, avec un fichier ISO. Ça va? Ils sont allés plus loin. Au-delà maintenant de virtualiser les différents périphériques, on virtualise l'ordinateur lui-même. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas mystique. Chez les Noirs, quand ils ne comprennent pas quelque chose, c'est que c'est de la magie. C'est ça?
Ce n'est pas de la magie, c'est juste de la technologie. On peut virtualiser un ordinateur complètement. Alors, pourquoi on virtualise un ordinateur? Première raison, c'est pour des raisons économiques. J'ai une machine physique sur laquelle je peux avoir 10 machines virtuelles. Donc, je n'ai pas eu besoin d'acheter 9 machines physiques supplémentaires. Vous voyez l'avantage? Une machine physique, 10 machines virtuelles. C'est un exemple. 20, 30, tout ce que vous voulez. J'ai raison. Donc, quand vous allez concevoir demain vos systèmes d'information, qu'ils soient géographiques ou pas, c'est vos systèmes informatiques. Pensez à ça. Ne cherchez pas à avoir, ici on va mettre la base de données, ici on va mettre, je ne sais pas, traitement d'image. Non. Chaque machine que tu cites comme ça a un coût. Donc, tu vas te retrouver avec, je ne sais pas, 10 machines différentes. Chaque machine va revenir à 1 million, 1 million, 10 millions facilement. Toi, tu es un gars qu'on doit chasser, on s'est venu faire dépenser l'argent. On veut le gars, une seule machine à 1 million, le reste, il gère ça en logiciel. OK? Donc, le logiciel que je vous ai donné, VirtualBox, son rôle, c'est de vous permettre de créer des machines virtuelles sur une machine physique. Ça va? Mais si la machine physique elle-même n'autorise pas la virtualisation, il faut qu'elle accepte de se faire cloner. Si elle n'accepte pas de se faire cloner, on ne peut pas virtualiser quoi que ce soit. Avant, il fallait rentrer dans le BIOS. Vous savez ce que c'est? Oui, c'est quoi le BIOS? Le BIOS, c'est quoi rapidement? Oui. C'est le programme de dépanning. Oui, il sort de l'usine avec la machine. Son rôle, c'est un programme qui est quelque part dans la machine là-bas, vous devez savoir. Hein, son rôle, c'est de. J'aimerais savoir. Ah, c'est une question? Attends, il va finir d'abord. Vas-y. Est-ce qu'on peut lire un programme d'application sur le BIOS sans avoir des programmes système? Non, le bloc même est un programme système. Il est dans la famille des programmes système, pas d'application. D'accord? De toute façon, vous n'avez rien à faire avec. Ce n'est pas vous qui le créez, etc. Vous le créez depuis l'usine. Il est inséré dans la machine. Son rôle, c'est de vérifier le bon fonctionnement de votre machine physique. Donc, c'est lui qui fait sortir les différentes informations au départ. Il y a plein d'informations qui sortent. Maintenant, ça ne tue pas, en fait. Ça sort, il vous donne la touche avec laquelle il faut aller dans le BIOS, etc. Soit appuyer F2, appuyer échappe, appuyer F1, appuyer F10. Des choses comme ça. Vous avez jamais vu ça? Voilà, c'est le BIOS qui fait ça. Et quand il a fini de faire le tour de la machine, que tout va bien, c'est là il dit, c'est une présentation, tu peux démarrer. Donc, ceux qui sont toujours pressés, il y a cette vérification matérielle à faire. S'il y a un souci au niveau des équipements de l'ordinateur, il va signaler par des bips sonores. Donc, même les bips, c'est codé. Un bip, ça a son sens. 2 bips, ça a son sens. 3 bips, ça a son sens. Un bip continue, ça a aussi son. Ouais, d'accord, hein? Ne pensez pas que ça va exploser, c'est pas une bombe, non. Tout ça, c'est codé. Avec l'expérience, on va découvrir, quand ça a été vu sur ma machine, que ça signifie, etc. C'est bon? D'accord. Donc, si le BIOS lui-même, à l'intérieur, n'a pas permis que le matériel physique puisse se cloner, c'est-à-dire puisse se virtualiser, même si tu télécharges un logiciel de virtualisation et que tu essaies, ça ne marchera pas. Tout simplement. On est d'accord, hein? C'est bon? Et aujourd'hui,
la technologie de virtualisation est arrivée à un autre niveau. On peut faire communiquer les différentes machines virtuelles entre elles, faire un réseau avec, comme si les machines étaient dans différents bâtiments. Si c'est possible. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a des réseaux informatiques câblés comme ça. Là. Il y en a un virtuel. Bien sûr. Pourquoi lui, on va le virtualiser aussi? Il faut bien qu'on virtualise. Sinon, on ne peut pas utiliser le réseau. Vous avez jamais entendu parler des réseaux privés virtuels? VPN. Virtual Private Network. Ouais, c'est la télé, NordVPN, tous ces trucs-là. Ça, c'est pour protéger le réseau privé en réalité. Là, vous avez une question? Vas-y. Toutes ces virtualisations-là, c'est pas dans l'entier du tout. Ça dépend du type de virtualisation. Ce que nous allons faire maintenant, là, c'est, je dirais, le bas niveau. On va, à travers un système d'exploitation, installer un programme qui lui va nous permettre de créer une machine virtuelle. Donc, c'est le programme VirtualBox, en fait, qui crée la machine. Donc, si tu veux, c'est comme si tu as lancé VirtualBox. On le lance. L'ordinateur virtuel est à l'intérieur de VirtualBox qui lui-même est à l'intérieur de ton système d'exploitation. Donc, il fonctionne comme Word, comme Excel, etc. Donc, en termes de rapidité, il aura la rapidité de n'importe quel logiciel de ta machine. Pas plus. Parce que la machine virtuelle partage les ressources de la machine physique. Tu donnes un peu de toi. Tu te clones. D'accord? Voilà. Mais ici, c'est encore plus grand, c'est que ton clone vit en toi. OK? Donc, je lui donne un peu de ma RAM, je lui donne un peu de mon disque dur, je lui donne l'écran en partage. On est d'accord? Je lui donne ma souris, je lui donne mon clavier. C'est une invité dans la maison. Mais tu ne peux pas lui donner au-delà de ton espace de vie. Il y aura des limites que tu peux lui accorder. Donc, forcément, une machine virtuelle ne sera pas aussi rapide qu'une machine physique. Dans ce deuxième cas de virtualisation, dans l'autre niveau de virtualisation, on peut atteindre facilement le niveau d'une machine physique. Aujourd'hui, la plupart des serveurs hébergés dans le monde sont virtualisés. Donc, en termes de rapidité, tu ne sens même pas. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser une machine physique surpuissante pour pouvoir créer différentes machines virtuelles moyennes. Quand j'appelle moyenne, imagine une machine virtuelle qui a des capacités qui dépassent ton ordinateur portable. Il n'y a pas de comparaison. Une machine virtuelle avec un processeur Core i9, avec une mémoire RAM de 32 Go, avec un disque de 1 Tera en SSD, il n'y a pas de comparaison à faire. Même si elle est virtuelle, tu ne vois pas la machine. C'est bon? Mais ça veut dire que pour le faire, ils ont dû utiliser une machine qui a des capacités comme ça. Comme ce qu'il y a dans mon bureau, il y a des capacités comme ça. Là, tu peux maintenant virtualiser ça. C'est de quelle machine? Si tes amis rentrent là-bas, c'est un problème. Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'il passe? Ceux qui sont déjà partis là-bas. Vous voyez souvent dans les films, il y a l'armoire. Comme ça, il y a plein d'ordinateurs dedans. Ça scintille de partout. Là. Voilà. Ça s'appelle des racks. Hein, ça s'appelle des racks et c'est des tiroirs dans lesquels on range les ordinateurs. Donc, l'ordinateur peut avoir cette taille-là. Pas de la table, comme ça, en largeur et en longueur. Donc, on fait rentrer quand on veut travailler dessus. Normalement, on travaille dessus à distance. Ça veut dire d'ici, tu attaques la machine. Maintenant, il peut y avoir un souci, il faut aller physiquement là-bas, tu tires. Il y a un clavier, tu travailles, tu finis, tu remets à sa place. Donc, très souvent, ce sont dans des salles où on ne rentre pas là-bas parce que la climatisation qui y est là, c'est pas pour un être humain. Il faut refroidir tout ça. Oui. C'est ça qui fait affaire. Dès quand il parle de cloud. Ah non. C'est quoi le cloud? Oui.
c'est le nuage, mais c'est le système c'est le stockage virtuel, mais c'est Vous avez vu, il vous dit là, vous voyez les mots, prenez le temps d'aller chercher. mais on peut dire que c'est l'ensemble des serveurs qu'il y a dans le monde. L'ensemble des serveurs interconnectés, c'est ça qui donne Internet. Point. C'est le plus grand réseau. D'accord? C'est une interconnexion de machines. Cette machine, pour cette machine, cette machine, cette machine. Toutes les machines de la salle, on va faire un réseau local. Dès qu'on va se connecter sur ce bâtiment à l'IGT là-bas, là, c'est un réseau métropolitain. Maintenant, entre l'IGT maintenant, et puis peut-être Waké ou séparation, c'est là on parle d'Internet. Ça va? Non, on va aller vite. Le cloud, c'est le bureau. Je vous explique. Ce que nous on appelle bureau en informatique, quand tu viens t'asseoir sur un ordinateur, tu as tes dossiers de traitement de texte, tu as ton navigateur, tu as tes fichiers personnels. Quand vous prenez votre ordinateur, documents, bureau, tous ces éléments que vous avez là. Donc, on a voulu en fait avoir un ordinateur partout où nous sommes. On est d'accord? Donc, partout où tu es capable d'avoir tes mêmes fichiers, tes mêmes logiciels, encore, toutes ces applications, comme si tu étais au bureau. Or, tu n'es pas au bureau. On est d'accord? Donc, le fait que partout où je me retrouve, j'ai accès à mon environnement de travail, c'est un peu comme si les nuages te suivaient. Donc, c'est comme si j'ai mis mon bureau dans les nuages. On est d'accord? Donc, celui qui met son bureau dans les nuages, n'est pas où tu vas, il y a des nuages. Non, tu es dans le cloud, c'est ce que ça veut dire. Vous avez cité seulement une partie qui est dans le cloud, le stockage. Mais il n'y a pas que le stockage dans le cloud. On est d'accord, c'est tout un environnement qui est dans les nuages. La partie stockage, si tu veux, c'est comme si j'ai mis mon disque dur dans les nuages. Mais quand tu mets tes dossiers personnels, etc., là, on appelle ça comme. Tu vois, c'est ça le cloud. C'est tout un environnement qui est créé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont investies là-dedans parce qu'ils ont compris le besoin de se déplacer partout sans son ordinateur et de pouvoir se connecter à son environnement avec ordinateur, téléphone, tablette, tout. Donc, c'est pour augmenter votre productivité. Tu n'auras plus de raison de dire non, je suis au village à l'itinéraire, donc je ne peux pas. Le fichier se trouve au bureau. Quand je vais rentrer à l'habitude, c'est trop long ça. Tu te connectes simplement, tu envoies le fichier. Tu modifies, l'autre qui voit. Comme si on était tous dans le même bâtiment. C'est ça le cloud. Donc, quand on parle de Google Cloud, donc on parle de la machine qui vont virtualiser, ils vont vous donner des espaces sur lesquels vous allez déposer vos fichiers, etc. C'est tout ça qu'on appelle le cloud. OK? C'est bon? C'est clair maintenant? Oui. Vas-y. Tous ces fichiers-là, Oui. mais ils sont dans un contenu physique. Oui, c'est ce que j'ai dit. S'il n'y a pas de machine physique, c'est le même système. Machine physique crée une machine virtuelle. tout simplement. Et si elle crée la machine virtuelle, le système d'exploitation, il est déjà virtuel, il est déjà numérique, les applications, c'est déjà numérique. Donc, il restait quoi? Il restait tout ce qui était dur, là, ça dit disque dur, souris, etc. C'est tout. Ah, d'accord? C'est bon? D'accord. Donc, là où vous avez déposé votre VirtualBox, on va l'installer. Et après l'installation, on va créer la machine virtuelle sur laquelle on va installer tout par contre les différentes étapes d'installation avec l'explication à la pub. C'est bon? D'accord. Donc, je vais m'asseoir cette fois-ci. Je ne vais pas le faire debout. D'accord.